Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons aux Imaginales en compagnie d'Yves Ménard, auteur des Marches de la Lune Morte aux éditions à lire. Donc bonjour à vous, enchanté. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman? Comment est-ce qu'il est né? À l'origine, ça a été conçu comme une série de fantasy pour jeunes, mais après les 3 premiers tomes, ça s'est retrouvé en suspens parce que l'éditeur avait un peu changé sa vocation et j'arrivais plus à me sentir motivé à continuer l'histoire, mais en fait, je savais qu'il restait comme 2 autres tomes donc 60 000 mots après les 90 000 initiaux. Et finalement, je me suis dit, ben là, oui, je vais reprendre mes droits sur la série. Je vais le déchirer. En fait, ce n'est plus un roman jeunesse, parce que dans les derniers 40%, il y a un peu plus de sexe et de violence que ce qui est normalement acceptable, mais j'avais pas fait de concession pour les jeunes au début. Alors, quand j'ai réécrit le début, quelques petites choses qui ont changé, mais sinon, c'est resté, ça a toujours été d'un certain niveau quand même. Et puis pour moi, je voulais faire de la fantasy qui ne soit pas médiévale, qui incorpore un décor qui est donc beaucoup plus proche de la Renaissance et où il se trouve en même temps un parfum de science-fiction. Parce que oui, il y a de la magie, mais en donné, il y a des explications qui relèvent de la science, mais pas de la vraie science. Alors, le personnage, le protagoniste, se fait donner une leçon de sciences naturelles pendant un chapitre entier, et ça ne correspond pas du tout à la réalité physique qu'on a. Alors, je me suis beaucoup amusé à parler d'inruptibles plutôt que d'atomes, et de développer une espèce de théorie qui ne tient pas debout, vraiment, mais qui est véridique pour cet univers. Donc ça fait un joyeux mélange finalement. Oui, je me suis bien amusé. Et d'ailleurs, au final, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue? Oui, le protagoniste, c'est Sébastien Zelecki, qui est le fils du comte de la Marche orientale. Et déjà, c'est pas évident pour lui, il est orphelin, son père est très distant, et il grandit dans un château qui est en ruine depuis des siècles, qui est immense, qui a été inspiré par le Gormenghast de Mervyn Peake. Et déjà pour lui c'est difficile, mais son père va être assassiné, il va devoir assumer son rôle alors qu'il n'est pas préparé, et sa vie ne fait que devenir de plus en plus compliquée après ça. Il va découvrir dans ses explorations un portail qui le transporte du château de sa famille jusqu'à un endroit qu'il comprend être sur la Lune. Sur la Lune, il y a une société humaine, mais dominée par des femmes qui sont des magiciennes, alors que sur Terre, la magie a presque disparu. Alors non seulement il doit trouver un moyen de revenir chez lui, mais il doit comprendre ce qui se passe et composer avec toutes les influences politiques, parce que, dans un sens, ses aventures le poursuivent. Il va avoir des problèmes avec des lunaires qui arrivent de la Lune sur la Terre, il doit composer avec ça. Sa vie n'est qu'un chaos qui ne fait qu'empirer. Donc finalement, Sébastien, votre héros, ça va être réellement une quête initiatique pour lui. Oui, on peut dire, parce qu'effectivement, il a l'âge pour ça, il apprend à devenir un homme. Alors oui, il y a un peu d'aspect initiatique, avec aussi, j'ai voulu prendre un particulier un peu contre les clichés du moment. Donc, on lui fait valoir qu'il doit se marier pour des raisons politiques et non pas amoureuses. Son père a épousé la femme qu'il aimait, mais c'était pas une bonne idée. Alors on lui fait valoir, non, il doit épouser quelqu'un pour des raisons purement politiques. Et j'ai pris le parti de, oui, il va devoir épouser quelqu'un pour des raisons politiques parce qu'il est le fils du margrave et il n'y a pas moyen pour lui d'épouser la femme qu'il aime. Avec un peu de chance, ça va bien se passer. Il pourrait apprendre à aimer celle qu'il est obligé d'épouser. Alors, dans un sens, c'est très, très rétrograde. Et je ne présente pas ça comme une bonne idée pour le monde moderne, mais j'ai vraiment voulu aller à l'encontre des clichés du genre qui disent que oui, il faut vivre l'amour comme on le vit au temps moderne. Ben, il ne vit pas
au 20e siècle, au 21e siècle. Alors, ce qui lui arrive, ben, c'est ce qui doit arriver à un fils de noble. C'est ça, souvent c'est les intérêts qui priment d'abord et ensuite l'amour. Oh. C'est ça. Hein? Malheureusement. Si ça se passe bien, ça se passe bien, sinon on s'en fout. Hein. Et puis aussi, j'aime pas tellement la romance. Je ne veux pas faire de romance. Je refuse d'en lire, mais je ne veux pas faire de romance. Alors, ce n'est pas les motifs habituels de la romance que je vais sortir. Je fais exprès. D'accord. Et d'ailleurs, quand vous écrivez, vous avez toujours un plan ou vous laissez votre plume vous guider, vous construisez d'abord une intrigue d'un seul bloc? Je n'arrive pas, sauf en de très très rares exceptions, à faire un plan détaillé. Ça m'est arrivé une fois pour une nouvelle où j'ai vraiment écrit un plan détaillé et après ça, j'écris la nouvelle, ça c'est... Mais sinon, ça ne fonctionne pas pour moi. Alors je sais où je m'en vais, je vais avoir pris des notes, je vais avoir... Mais non, je ne peux pas écrire de façon détaillée. C'est essentiel pour moi de découvrir au fur et à mesure que j'écris certains détails, certains retournements d'intrigue. Il faut que ça sorte comme ça. Et au niveau des inspirations, vous en avez eu certaines, des influences en particulier. C'est vrai que quand j'ai vu le livre, j'ai pensé un petit peu à Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles et aussi à Narnia, puisque les enfants ouvrent un placard et passent dans un autre monde. Là, il me semble que le héros ouvre une porte et se retrouve sur la Lune. Oui, le motif du portail est très important en fantasy. C'est certain que j'ai lu et apprécié C.S. Lewis et Lewis Carroll. Je dirais qu'au niveau des influences plus directes, comme je dis, Mervyn Peake avec Gormenghast, parce que son château gigantesque, qui est un monument au sens figuré et aussi bien littéral, ça m'a vraiment frappé. Donc, il y a des allusions discrètes là-dedans, le fait qu'un des amis imaginaires de Sébastien a le nom de la sœur de Titus Groan, le héros de Gormenghast. Mais il y a aussi du Vance, je pense. Jack Vance, c'est un auteur qui m'a beaucoup influencé. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de vancien, en particulier dans les aventures de Sébastien, quand il revient en catastrophe de la Lune sur la Terre et qu'il est perdu loin de chez lui. Est-ce qu'il y a un petit côté, est-ce qu'il y a une petite part de vous dans Sébastien ou c'est un héros qui est quand même assez distant? Non, il est assez distant. Bon, on se projette toujours un peu dans ses personnages. Son sens du devoir, de l'implacable poids qui pèse sur ses épaules, bon, ça c'est ma névrose à moi. Je ne suis pas le fils de Marquerade, je le considère. Mais sinon, non, j'ai voulu faire quelqu'un qui était différent de moi. Alors, il y a des petites ressemblances, mais pas vraiment. Je ne me mets pas de façon codée dans les D'accord. Et dans les nouvelles, parce que c'est vrai qu'à peu près à la même époque, il y a eu Angels and Exiles qui est apparu. Donc c'est des nouvelles. Est-ce que vous travaillez de la même façon quand vous écrivez des nouvelles et un roman ou c'est différent? Il y a certaines différences. Dans les romans, à part pour un que j'ai écrit en collaboration avec mon collègue Jean-Marc Trudel, c'est de la fantasy. Parce que pour mes inspirations, pour faire long, ça va être de la fantasy. Alors qu'inversement, si je fais court, c'est normalement de la science-fiction. Je vais avoir des idées. Je vais essayer de jouer, dans tous les cas, je vais essayer de jouer la carte de l'émotion, mais dans les nouvelles, je vais essayer de faire plus percutant, d'utiliser, d'avoir certaines visions, certains motifs qui vont agir pour faire avancer l'intrigue, mais ça se finit vite. Alors que dans un roman, mais là, je peux prendre la place, j'ai eu la place dans ce roman-là, par exemple, de mettre des scènes qui ne sont pas essentielles, mais qui colorent toutes les aventures de Sébastien quand il est venu sur Terre, ses interactions avec des gens quand on ne sait pas qu'il est malgrave. Pour moi, c'est un grand plaisir d'écrire ça parce que ça donnait vie, je trouvais que ça donnait vie à l'empire dans lequel il se trouve, aux structures sociales, au fait que les gens ne parlent pas de la même manière quand ils font partie du petit club, ou quand Sébastien, au contraire, s'adresse à la sœur de l'empereur et qui, là, il se met à utiliser des expressions archaïques et un vocabulaire à chercher parce qu'il lui parle comme on parle à un homme. Alors, j'ai vraiment voulu jouer là-dessus. J'ai du plaisir à nous donner une vision d'un empire, à essayer de donner une vision d'un empire qui est
justement un peu au seuil de la modernité. Il arrive à une époque qui correspond à celle de la Renaissance. Une époque charnière. Une époque charnière, c'est ça, merci, avec la vapeur, mais aussi une façon différente de concevoir le rôle des femmes. Où elles sont plus fortes, elles sont plus fortes, on leur donne plus d'autorité. Mais Sébastien est encore conscient, parce que, évidemment, quand il est avec la Société des luminaires, où ce sont les femmes qui dominent, parce que 90% des luminaires sont des femmes et que les hommes sont extrêmement rares et donc choyés et chouchoutés, et la luminaire avec laquelle il va passer plus de temps, L'Oréal, qui dit oui, les mâles sont des fainéants. Rien parce qu'ils ne servent qu'à reproduire l'espèce, alors ils sont chouchoutés. Alors elle a plein de préjugés, évidemment, misanthrope, misandre, ce qui est un peu le miroir de ce qu'il y a sur Terre, où on accepte encore mal que les femmes des rôles plus actifs. Et il y a le personnage où je fais vraiment un flashback qui j'ai toujours trouvé un petit peu gênant dans le moment parce que je me dis, on va me reprocher ça, mais quand il y a l'historique de ce personnage féminin-là qui a gagné par sa compétence, sa place au sein des forces armées, la garde du mariage, alors que le père de Sébastien était contre, mais qui ne pouvait pas trouver d'argument rationnel pour le lui refuser, alors qu'elle avait démontré qu'elle était aussi bonne et sinon meilleure que tous ses soldats, et qui a été obligée, contre son gré, de l'accepter parmi sa soldatesque. C'est un peu l'image des luttes féministes qu'on a eues, qu'on a encore, et je voulais aborder cette chose-là. D'accord, donc c'est une grosse thématique de votre roman. Sur votre roman, donc en fait votre roman c'est une sorte de une fantaisie matinée de SF, alors que Angels and Exile, je ne sais pas si je prononce correctement, on est plutôt dans la SF. Est-ce que vous avez une préférence pour l'un des deux genres au niveau de l'écriture ou c'est pareil C'est un peu difficile à dire. J'aime être capable de faire de la SF, de raconter des histoires qui sont du moins en surface plausibles, parce qu'elles peuvent être plus dures. En fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte il y a un an ou deux. Si vous regardez ma science-fiction, elle est en majeure partie horrifique. Pas dans le sens du démon qui va bouffer quelqu'un tout vu, mais du fait que les personnages de mes histoires de SF sont très souvent confrontés à des visions terrifiantes, à des situations qui les dépassent. Alors il y a vraiment un aspect donc horrifique ou troublant ou dérangeant qui est plus fort. Une angoisse, quelque chose. L'angoisse apparaît plus fort dans la SF que dans la fantasy. Je vais faire des choses peut-être un peu plus sereines, quand même énervées, mais dans, par exemple, ma série qui va commencer à sortir en français en septembre de cette année, j'avais envie toujours de dire que les personnages étaient hystériques, parce ils sont surpris par de puissantes émotions. Ils sont tous névrosés au cube, mais c'est pas forcément des émotions d'horreur. Alors que dans la SF, parce que j'ai des émotions intenses, c'est souvent des émotions d'horreur. D'accord. Et puisque vous abordez la question d'un nouveau roman qui paraît en France, sur quoi travaillez-vous actuellement? Bon, c'est ça. C'est que j'ai publié il y a quelques années Present Fate, très gros roman en anglais, qui avait été prévu comme un seul roman que j'avais ensuite dû refaire en fonction d'une trilogie, et puis qui a finalement sorti en un seul volume, mais qu'on va sortir en 3 volumes en français, parce que c'est quand même un très très gros roman en 3 volumes qui sont de taille raisonnable. On est à la révision finale pour le premier tome, le deuxième tome sur le point d'être achevé en une traduction un peu, et puis il me reste le troisième que je vais m'attaquer. Et ensuite, eh bien, on va voir. Pour l'instant, comme j'ai une petite fille de 2 ans et demi maintenant, la productivité en a pris un coup. Depuis les 2 dernières années, c'est pas évident, mais là, ça commence à aller de mieux en mieux. Alors, j'espère pouvoir ressortir d'autres choses. J'ai des projets en cours en anglais. Par contre, j'ai une idée pour un roman en français qui serait de science-fiction, pour faire différent pour une fois,
qui serait, lui, relativement court. Donc, je pourrais écrire dans un délai raisonnable. Alors, on va voir parce que la vie me surprend toujours, mais j'espère pouvoir faire quelque chose comme ça chez Alire. D'accord, bah écoutez, on attend avec impatience la sortie des futurs romans. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et nous vous souhaitons un très très bon salon. Merci beaucoup.